Pendant longtemps, la reconnaissance aérienne est restée un domaine largement négligé, aussi bien dans l'entre-deux-guerres que durant une grande partie de la Seconde Guerre mondiale elle-même. Et pourtant, voir l'ennemi, comprendre ses déplacements et analyser les effets réels des bombardements auraient dû être des priorités absolues. Mais dans l'imaginaire collectif, comme au sein des états-majors, la reconnaissance photographique n'a jamais bénéficié du prestige des chasseurs, ni de la puissance symbolique des bombardiers. C'est précisément pour cette raison que cet avion mérite qu'on s'y attarde. Vous vous demandez peut-être pourquoi consacrer du temps à un appareil de reconnaissance pure. Un avion sans bombe, sans roquettes, sans mitrailleuse, sans dogfight spectaculaire. Un avion qui ne fait, en apparence, que prendre des photos. Alors pourquoi s'y intéresser? D'abord parce qu'il est tout simplement superbe. Pas seulement élégant ou séduisant, mais doté d'une beauté rare, presque intemporelle. Une élégance à la Grace Kelly, le genre de présence qui attire tous les regards. Mais surtout, cet avion était parfaitement adapté à sa mission de reconnaissance photographique, conçu dès l'origine pour exceller dans ce rôle précis, exactement comme le sera, des années plus tard, son lointain descendant, le Lockheed U-2. Cet avion représentait l'aboutissement ultime de l'aviation à moteur à piston. Il faisait partie des tout derniers appareils de ce type, exploitant jusqu'au bout chaque enseignement accumulé au cours des 30 années précédentes pour extraire le moindre gain de performance possible, juste avant d'être définitivement dépassé par la nouvelle génération d'avions à réaction plus rapide, plus bruyant et beaucoup moins élégant. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Ce qui frappe rétrospectivement, c'est à quel point la reconnaissance photographique a été négligée pendant l'entre-deux-guerres. Pourtant, l'observation aérienne avait joué un rôle essentiel durant la Première Guerre mondiale. On pourrait même penser que les partisans du bombardement stratégique, ceux pour qui le bombardier passera toujours, auraient été particulièrement intéressés par l'évaluation précise des résultats de leur raid. Mais dans les faits, la reconnaissance photo manquait clairement d'attrait. Soyons honnêtes, photographier des cibles n'a jamais eu le prestige des chasseurs ou des bombardiers. La plupart des états-majors se contentaient donc d'adapter des avions existants. Combien de fois a-t-on entendu parler d'une version de reconnaissance d'un appareil standard, simplement équipé de caméras? Avant tout, pour soutenir la chaîne, abonne-toi, mets un like et booste la vidéo si tu as la possibilité de le faire, ça m'aide beaucoup à me développer. La reconnaissance photographique restait ainsi une fonction secondaire rarement pensée dès l'origine. Cette situation ne commença à évoluer que lorsque deux facteurs rendirent de la nécessité d'un avion dédié impossible à ignorer. Le premier fut le besoin crucial d'obtenir des renseignements au-dessus du territoire japonais. Les forces aériennes américaines prévoyaient de bombarder massivement le Japon et avaient besoin d'informations précises, aussi bien pour identifier les objectifs que pour évaluer les dégâts après les attaques. Or, les distances colossales du théâtre Pacifique rendaient les chasseurs et bombardiers improvisés en avions de reconnaissance totalement inadaptés. Leur autonomie, leur vitesse et leur plafond opérationnel étaient insuffisants pour répondre aux besoins réels. L'idée s'imposa alors qu'un avion spécifiquement conçu pour la reconnaissance, capable de voler plus vite, plus loin et plus haut que tout ce qui existait jusque-là, devenait indispensable. Ce projet bénéficia en outre d'un soutien particulièrement influent. Le colonel Elliott Roosevelt, fils du président des États-Unis, commandait une unité équipée de Lockheed F-5, une version du P-38 Lightning modifiée pour la reconnaissance photographique. Convaincu de la nécessité d'un appareil entièrement dédié, il disposait d'un avantage décisif, la possibilité de contourner la chaîne hiérarchique classique en écrivant directement à son père. Le résultat fut la publication, en octobre 1943, d'un appel d'offres officiel de l'USAAF. Les exigences étaient extrêmement ambitieuses, avec un détail presque ludique, une obsession pour le chiffre 4. Le futur avion devait atteindre environ 650 km/h
disposer d'une autonomie de plus de 6 400 km et pouvoir opérer à une altitude d'environ 12 000 mètres. Le cahier des charges lancé par l'USAAF était pour le moins extrêmement exigeant. Un détail frappait immédiatement, une véritable obsession pour le chiffre 4. Le futur avion de reconnaissance devait atteindre une vitesse maximale d'environ 640 km/h, disposer d'une autonomie de plus de 6 400 km et être capable d'évoluer à plus de 12 000 mètres d'altitude. Des performances hors normes pour un appareil à piston de l'époque. Trois constructeurs répondirent à l'appel. Boeing, d'abord, fort de son immense expérience dans les avions de très longs rayons d'action. Hughes Aircraft ensuite, la société de Howard Hughes, connue pour ses projets ambitieux et souvent audacieux. Enfin, Republic Aviation, un choix qui, à première vue, pouvait sembler surprenant. Republic était alors largement identifié comme un constructeur presque monoculturel. L'entreprise produisait des P-47 Thunderbolt à la chaîne à un rythme industriel impressionnant et l'État américain achetait tout ce qu'elle était capable de fabriquer. Mais les dirigeants de Republic n'avaient pas oublié les années difficiles de l'avant-guerre lorsque la société avait frôlé la faillite. Ce nouveau programme représentait donc bien plus qu'un simple contrat militaire. C'était une assurance pour l'avenir. L'idée était habile. Republic pouvait développer cet avion de reconnaissance pour l'armée, puis réutiliser la cellule de base pour concevoir, après-guerre, un avion de ligne commerciale. Une tentative de se placer face aux géants du transport aérien civil. Le Douglas DC-4, le Lockheed Constellation, le Boeing Stratocruiser ou encore le Martin 202. Les trois entreprises reçurent finalement des contrats pour construire des prototypes. Boeing adapta son bombardier Superfortress pour créer le RB-29 de reconnaissance. Hughes se lança dans le développement du XF-11 bimoteur, un programme si complexe et chaotique qu'il mériterait à lui seul un récit complet. Republic, de son côté, obtint le feu vert pour concevoir le XF-12. C'est à ce moment-là que le travail de conception débuta réellement. Chez Republic, le projet fut confié à Alexander Kartveli, le concepteur en chef de l'entreprise. Pour lui, le XF-12 représentait une rupture totale. Habitué aux chasseurs monomoteurs, il se retrouvait à imaginer un avion massif à 4 moteurs conçu entièrement à partir d'une feuille blanche. Kartveli profita pleinement de cette liberté. Il imagina un fuselage extrêmement élancé, entièrement en aluminium, doté d'un nez très effilé, presque entièrement vitré, et d'un empennage à dérive unique. Cette silhouette n'était pas qu'esthétique. Elle répondait à une obsession absolue de réduction de la traînée aérodynamique. Cette recherche de finesse allait imprégner chaque détail du projet. Le nez, par exemple, offrait une visibilité exceptionnelle aux pilotes, indispensable pour la mission de reconnaissance. Mais voler à plus de 12 000 mètres imposait une cabine pressurisée. Or, pressuriser une verrière entièrement transparente en forme d'ogive s'avérait irréaliste. La solution retenue fut ingénieuse, une section de cockpit pressurisée se terminant par un pare-brise plat prolongé par un cône en plexiglas non pressurisé, soigneusement profilé pour conserver une excellente aérodynamique. Le fuselage lui-même était d'une pureté radicale, long, extrêmement fin, parfaitement circulaire en section, et se rétrécissant progressivement du nez à la queue. Ce choix améliorait l'écoulement de l'air, mais compliquait considérablement la fabrication, puisque chaque section du fuselage avait un diamètre différent, rendant toute standardisation impossible. Les ailes, montées en position basse, présentaient un allongement élevé pour maximiser l'efficacité aérodynamique avec un profil effilé et des extrémités presque carrées. L'intégralité du carburant, soit environ 28 800 litres, était stockée à l'intérieur des ailes, évitant tout réservoir externe pénalisant. Enfin, l'un des éléments les plus impressionnants restait le traitement des moteurs. Chacune des 4 nacelles était presque aussi longue qu'un P-47 complet. Mais la comparaison s'arrêtait là. Tout autour des moteurs et de leur intégration dans l'aile
étaient conçus pour minimiser la traînée et extraire chaque kilomètre par heure supplémentaire de performance. Ces moteurs sont parmi les plus serrés que j'ai jamais vus. Entre l'extrémité arrière de l'hélice et le corps principal du capot moteur, il reste presque aucun espace pour que l'air circule et refroidisse le moteur. Vous ne pourriez même pas y glisser une feuille de papier pliée. J'exagère un peu, mais vous voyez l'idée, tout est incroyablement compact. Et si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez que le refroidissement des moteurs est toujours un défi. Plus un moteur refroidi par air est enfermé dans un capot, plus il est difficile de l'empêcher de surchauffer et parfois même de prendre feu. Ici, il y avait de la chaleur à revendre. Ces moteurs étaient des Pratt et Whitney Air 4360 Wasp Major, des monstres en forme de maïs, à 28 cylindres disposés en 4 rangées, d'une cylindrée de 71,5 litres, capable de développer jusqu'à 4300 chevaux chacun. Pour vous donner une idée, ces mêmes moteurs équipaient le Super Fortress modernisé, le B50, ainsi que l'imposant Convair B36 Peacemaker. Chaque moteur était équipé de 2 turbocompresseurs General Electric à l'arrière pour améliorer la performance en haute altitude. Et pour un coup de boost supplémentaire, un système d'injection au méthanol pouvait être activé. Les capots traditionnels généraient trop de traînées, alors ici, un système coulissant permettait de gérer le refroidissement. Le capot glissait vers l'arrière pour laisser entrer plus d'air. Au sol, ou lorsque l'air ne circulait pas assez vite, un ventilateur à 2 étages derrière le moyeu de l'hélice maintenait le flux d'air. En vol, lorsque le capot était principalement fermé, l'air de refroidissement passait dans le moteur, puis sortait par une sortie arrière, augmentant la poussée, au lieu de créer de la traînée, un peu comme sur un réacteur moderne. Autre astuce, pour rester aérodynamiquement propre, pas de multiples prises d'air comme sur la plupart des avions. L'air nécessaire au moteur, aux radiateurs d'huile et qu'aux intercooleurs était aspiré par une fente sur le bord d'attaque de chaque aile entre les moteurs intérieurs et extérieurs. Cet air, une fois chauffé, était évacué via le système de sortie, produisant jusqu'à 185 chevaux supplémentaires par moteur. Et Aviation Week soulignait même qu'en injectant du carburant directement dans la sortie, on pouvait générer un petit afterburner pour les moteurs à piston. Impressionnant, non? On aurait pu s'attendre à ce que des hélices contrarotatives soient installées, mais elles étaient trop capricieuses et leur livraison a été retardée. Finalement, des hélices classiques, 4 pales, Curtiss électriques furent utilisées. Tout ça, c'était impressionnant, mais le but ultime était simple, prendre des photos aériennes. L'XF-12 disposait de 3 compartiments pour caméra derrière les ailes. Pour les missions de nuit, un compartiment ventral pouvait emporter 18 bombes flash photographiques libérées au-dessus de la zone cible pour illuminer le terrain. Les portes des compartiments s'ouvraient électriquement vers l'intérieur pour réduire la traînée, et les objectifs étaient chauffés pour éviter le givre en altitude. Et ce n'est pas tout. Certaines missions pouvaient durer jusqu'à 14 heures. Pour gagner du temps, l'XF-12 était équipé d'un laboratoire photo complet à bord, permettant de développer le film et d'imprimer les clichés directement pendant le vol. Les photos développées pouvaient être transmises immédiatement après l'atterrissage, prêtes à être utilisées sans attendre. 2 prototypes de l'avion furent alors construits, et le premier effectua son vol inaugural le 4 février 1946, soit 5 mois après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est Lowery L. Brabham, le pilote d'essai, qui avait déjà pris les commandes du P-47 5 ans plus tôt, qui réalisa ce vol réussi de 45 minutes. L'avion se comportait bien et répondait à toutes les exigences de vitesse et d'altitude pour lesquelles il avait été conçu. Mais malheureusement pour l'XF-12, sa principale raison d'être avait déjà disparu. Malgré tout, les essais se poursuivirent à moitié cœur, à moitié obligation. On ne sait même pas exactement combien de vols d'essai furent réalisés, mais le premier prototype fut gravement endommagé
le 10 juillet 1947. Lors d'un test d'atterrissage à pleine charge, le train principal droit se détacha au niveau du moteur. L'avion, blessé, rebondit et remonta en l'air, permettant au carburant de brûler pour alléger l'appareil et réduire le risque d'incendie lors d'un atterrissage forcé. Le pilote fit de son mieux, posant l'avion sur les deux autres roues et maintenant le côté endommagé en l'air aussi longtemps que possible, mais l'avion subit de graves dommages. La nervure d'aile était fissurée et moteur et hélice durent être remplacés. Contrairement au premier prototype, le second fut équipé de tout le matériel photographique prévu. Le 1er septembre 1948, il décolla pour une mission qui allait démontrer ses capacités de reconnaissance militaire à grande vitesse. Baptisée Opération Vue d'oiseau, la mission consistait à effectuer un vol transcontinental sans escale pour cartographier une section de 790 km des États-Unis. C'était de la reconnaissance à une échelle jamais tentée, rendue possible uniquement grâce aux équipements avancés de l'avion. L'XR-12 vola à 12 000 mètres, à une vitesse moyenne de 600 km/h, pour un trajet total de 4 350 km en 6 heures et 35 minutes. Les photos obtenues étaient spectaculaires, et l'avion se comporta parfaitement. Mais tout cela fut inutile, car le programme avait déjà été annulé. La version de reconnaissance du Boeing B-50, l'évolution du B-29, appelé RB-50, était désormais chargée de toute mission de ce type. Je n'avais pas encore évoqué l'autre nom de l'avion, et c'est en y repensant que l'histoire devient à la fois pleine d'espoir et un peu triste. La gloire de République reposait alors sur le Thunderbolt, un nom violent, chargé de destruction aérienne. Le Rainbow devait être une transition, un symbole de paix. On espérait le transformer en avion de ligne confortable et élégant, un pont vers un futur doré pour République, alors que les contrats militaires s'amenuisaient. La version civile aurait été allongée à 30 mètres, avec un nez plus conventionnel et une capacité en carburant augmentée pour transformer ce monstre de guerre en bijou du transport aérien. L'avion aurait pu embarquer 7 membres d'équipage, tandis que sa cabine, pressurisée, climatisée et luxueuse, pouvait accueillir 46 passagers au-dessus des intempéries, à 700 km/h et 12 000 mètres d'altitude. Les voyageurs auraient pu se régaler de repas chauds, préparés dans une cuisine électrique, et même siroter un cocktail dans le salon en vol. Malgré cet attrait, le Lockheed Constellation et le Douglas DC-6 étaient déjà bien implantés, et l'arrivée massive de transports militaires excédentaires, comme le Douglas C-54 Skymaster, rendait l'investissement dans un nouvel avion de ligne sans soutien militaire prohibitif. Le programme fut donc entièrement annulé. Que sont devenus les deux prototypes? Peut-on les voir quelque part? Après avoir achevé son célèbre vol de cartographie Operation Bird's Eye en 1948, le second prototype, rebaptisé XR-12, rentrait à sa base après un vol d'essai photographique le 7 novembre 1948, lorsque le moteur numéro 2 explosa, provoquant de violentes secousses et une perte de contrôle. L'équipage reçut l'ordre de s'éjecter, 5 des 7 membres survécurent, mais 2 périrent, et l'avion s'écrasa. Le premier prototype, endommagé en juillet 1947, avait été réparé et retourné aux essais. Mais après la perte du second prototype et l'annulation effective du programme, les vols d'essai furent progressivement arrêtés et l'appareil fut mis à la retraite en juin 1952. Retiré est un terme plutôt doux pour ce qui arriva en réalité. Il fut détruit comme cible à l'Aberdeen Proving Ground, dans le Maryland, et mis à la casse. Pas une fin digne de ce magnifique oiseau qui n'existe désormais plus que dans les images et, espérons-le, dans votre mémoire.